Mais je me présente, je suis Quentin Brière, voilà, je suis maire de Saint-Dizier et président de la communauté d'agglomération qui est tout autour, qui a à peu près 60 000 habitants, 60 communes, voilà. Et je suis accompagné de Rachel Blanc, première adjointe, qui est adjointe au grand projet, à l'urbanisme, etc. Et au commerce, entre autres. Voilà. Alors j'espère que vous avez fait un bon atterrissage ce matin à Saint-Dizier, fraîchement, si j'ai bien compris, enfin, à la fraîche plutôt, et que la visite là, du marché couvert que nous attendons, enfin que nous regardons et que nous voyons construire petit à petit, vous a plu. Peut-être moi ce que je peux vous proposer, un petit peu un propos qui peut être intéressant, serait une mise en perspective de ce marché dans le projet que nous essayons de porter pour cette ville. Donc, on est en fonction avec Rachel et avec toute l'équipe que depuis 1 an et demi. Et quand on est arrivé ici, on a hérité de certains projets. Et pour autant, cet héritage, on l'a assumé complètement, puisque nous faisons partie d'une majorité politique qui est là depuis plus de 25 ans. Donc on reprend un flambeau. Et c'est ce qui permet aujourd'hui de se projeter sur des projets qui sont préparés depuis très longtemps et qu'on va continuer à porter autant que on le pourra. Donc ce marché couvert, il a été, le concours date de quand à peu près 2018, 2018 ou 19. Et on a quelque chose là où, sur la philosophie du marché, on est très fiers parce qu'on a un marché qui crée du patrimoine. Or, il faut le savoir, il y avait là, à la place de ce marché couvert, un autre marché, très local, très d'ici, un peu en briques, etc., mais honnêtement, dont la qualité architecturale n'était pas suffisante pour qu'on puisse le conserver. Ça avait fait un gros débat. Et pas mal de conflits aussi à Saint-Dizier, parce que on détruisait du patrimoine. C'était celui-ci, avec un toit amianté, etc. Mais vous voyez, il y a eu un petit cachet, il y a eu un petit quelque chose qu'on aurait pu réussir peut-être à valoriser ou à mettre en avant, etc. Ça n'a pas été notre choix, parce que techniquement c'était trop compliqué, et ça nous empêchait complètement en fait d'alourdir la dalle, puisque vous avez dû le voir, on est sur un marché qui est suspendu en fait, quasiment, à cause de contraintes qui sont en voûte en dessous, et donc on n'aurait pas réussi quelque chose. Mais finalement, on a perdu un petit peu de patrimoine, mais on en crée un nouveau. Et il est possible aujourd'hui de dire que oui, patrimoine fait avec des matériaux nobles et des matériaux locaux, c'est possible. Et ça, on y tenait et on en est très fiers. Et même si le chantier n'est pas si facile, parce que les contraintes en dessous sont ardues, eh bien, on sait qu'on va arriver à avoir ici un très bel objet pour Saint-Dizier. Alors, Saint-Dizier, je vous mets un petit peu en perspective la chose. 25 000 habitants, ville désindustrialisée qui a souffert. C'est une ville qui, autrefois, dans les années 70, avait 40 000 habitants. Et on a fait notre enrichissement industriel à l'époque sur les fonderies, la fonte d'art notamment. Et je ne sais pas s'il y en a un certain nombre d'entre vous qui viennent de Paris, mais tout le Paris de la belle époque, le Paris qui a marqué l'imaginaire mondial, a été fondu ici, a été fait ici. Le pont Alexandre III, ça vient de chez nous. Les candélabres des Champs-Élysées, ça vient de chez nous. Les fontaines Wallace, ça vient de chez nous. Les entrées de métro Guimard et toutes les fontes Guimard, ça vient de chez nous. Et donc, plus Paris se faisait belle à l'époque, plus nous, on s'enrichissait. Et on aime dire Paris, vitrine de Saint-Dizier. Voilà. Et donc, on est aujourd'hui héritier de ça, mais avec la désindustrialisation, on a franchement sombré. Et ça a été très difficile. Donc, il y a eu des plans sociaux considérables qui nous ont entraînés des années 70 jusqu'à aujourd'hui à des difficultés assez conséquentes, qui fait qu'on hérite aujourd'hui d'une ville où on pourrait se dire, mais tiens, on est au milieu de nulle part, en pleine diagonale du vide, on est loin des autoroutes, loin des lignes TGV, loin des industries qui tournent encore bien. On peut se dire aussi qu'on est une ville qui a été très fortement marquée par les gilets jaunes. Et c'est vrai, le niveau de pauvreté chez nous est très élevé. Ça, c'est toutes nos difficultés. Mais, si on change de point de vue, Saint-Dizier est pas seulement au milieu de nulle part. Si on avait une carte, j'aurais pu vous le montrer. Saint-Dizier est au milieu d'un bassin de vie qui fait à peu près 150 000 habitants. Un bassin de vie qui est éloigné des aires d'influence des métropoles qui sont autour de nous. Donc on est à 1h30, 1 heure de Nancy, Reims, Metz, Troyes. Ce qui fait que les 150 000 habitants qui gravitent autour de Saint-Dizier, s'ils n'ont pas Saint-Dizier, ils n'ont rien. Je grossis le trait, mais j'aime le dire comme ça. Si notre piscine elle est nulle, eh ben ces 150 000 habitants, ils auront une piscine nulle. Si notre cinéma il est nul, il sera nul pour tout le monde. Et on sait que c'est un cinéma et une piscine où je dis les choses comme ça pour que vous ayez des exemples, mais les fonctions de centralité que nous offrons,
elle draine effectivement ce territoire de 150 000 habitants. Voilà, notre centre aquatique, il fait 220 000 entrées par an. Une piscine parisienne, en moyenne, elle fait 200 000 entrées par an. Preuve que, oui, on draine un territoire qui est très large. Donc, quand on veut se développer, quand on veut positionner notre ville sur les 20 prochaines années, 30 prochaines années, on doit la penser comme une ville qui doit être fonction de centralité, fonction centrale d'un bassin de vie beaucoup plus large qu'elle. C'est pour ça que quand on pense à ce marché couvert, ça ne doit pas être le marché couvert uniquement de la petite ville de Saint-Dizier, mais le marché couvert d'un bassin de vie qui nous dépasse, qui est très rural. Alors, quand on est arrivé en fonction, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour booster cette ville, pour dynamiser considérablement eh bien, ses fonctions et son potentiel. Et on s'est rendu compte d'une chose, c'est que, en fait, on a... Là, vous êtes dans une salle, vous avez vu une carte ici, c'est un espace qui s'appelait l'espace Saint-Dizier 2020, puisqu'en 2011, François Cornet-Gentil, le maire précédent et qui est encore député et qui en travaille tous les jours encore, a lancé un grand concours international de maîtrise d'œuvre. Il a fait appel à des architectes, je crois qu'il y a 140 architectes qui ont répondu à l'époque. Et puis c'est Carles Epinos, architecte espagnol, qui a été retenu pour dessiner Saint-Dizier, l'avenir de Saint-Dizier, en se disant, si on prenait cette ville et qu'on devait révéler tout ce qu'elle a, qu'est-ce qu'on ferait? Elle a écrit quelque chose, Saint-Dizier 2020, qui a marqué fortement la politique urbanistique de notre ville. Sauf qu'en 2011, quand c'est écrit, l'équipe à l'époque voit qu'il faut construire, transformer, etc. Elle nous dit, mais on est propriétaire de rien, en fait. Et donc la ville se lance dans une grande politique d'acquisition foncière. Et on a mis des millions d'euros dans l'acquisition foncière, dans cette ville. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons un terrain de jeu à Saint-Dizier considérable. Parce qu'il y a 40 000 m² de foncier immédiatement disponible, là, en hypercentre, collé au marché couvert, et jusqu'au canal qui est derrière. Et on a une quinzaine de sites d'anciens bâtiments, dont le château, dont l'ancienne maison du maire, etc., qui sont des très vieux sites ou des gros bâtiments années 60 avec 2000 m² à l'intérieur et autres, qui sont des potentiels pour construire et pour installer des fonctions, voilà, des services à la population ou du commerce et autres. Et ce potentiel-là, c'est notre terrain de jeu que nous essayons d'avoir, pas seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour des investisseurs extérieurs. 40 000 m² de foncier en centre-ville, autour de ce marché couvert. En gros, vous avez, nous on est par là, sur la carte. Là vous avez le marché couvert. Ça c'est des plans qui avaient été dessinés à l'époque, qu'on ne va pas garder du tout, avec la rue Gambetta. Et vous êtes arrivé par ici. Et le marché est là. Le foncier disponible, en fait, il est ici, tout est démoli, et ici. Mais il faut savoir une chose, c'est qu'à Saint-Dizier, il n'y a que les bailleurs sociaux qui construisent. Parce que le modèle économique, il n'est pas là pour des investisseurs privés. Et donc tout l'enjeu pour moi, et pour nous, pour toute l'équipe, c'est d'aller chercher des gros investisseurs nationaux, type Groupama Immobilier, le Crédit Mutuel avec Arkea, ou des promoteurs, Nexity, Gessina, qui en a d'autres, voilà, tous les gros, qui n'ont construit et qui ne construisent que dans les grandes villes aujourd'hui. Et on va les voir, et je vais les voir un par un à Paris, et ils sont venus ici, ils ont passé une journée complète ici, ils sont venus, on leur a dit, vous avez aujourd'hui un problème d'image. Vous ne construisez que dans ces grandes métropoles. Mais il faut que vous montriez votre capacité à investir aussi dans les territoires où c'est difficile. Et nous sommes un territoire difficile. Et tout le monde, pendant des années, l'État s'est occupé des banlieues. Énormément. Et par exemple, les Jeux Olympiques, vous avez peut-être vu, le siège des Jeux Olympiques, il est construit en Seine-Saint-Denis. Ça, c'est un signal fort que l'État veut envoyer en disant « Oui, en Seine-Saint-Denis, et dans ces territoires très difficiles, on sait être présent, on sait construire. » Mais avec la crise des Gilets jaunes, il y a d'autres territoires dont il faut que les privés et l'État se préoccupent. C'est les nôtres. Et donc je vais voir ces investisseurs et je leur dis « Montrez votre capacité à relever ces territoires. » Et en fait, ils le reçoivent, le message, hyper positivement. Donc on a toute une démarche qu'on a appelée « Révéler Saint-Dizier », qui a consisté à faire venir ces grands opérateurs, ces grands investisseurs, ici, pour qu'ils se saisissent de la ville et qu'ils disent « Qu'est-ce qu'on peut inventer? Qu'est-ce qu'on peut faire sur cette ville ?» Et quand ils sont venus, ils ont vu une première chose, une première réalisation, c'est ce marché couvert. Ce marché couvert, il a vocation à être locomotive pour l'ensemble de ces 40 000 m², l'ensemble de ce foncier qu'on veut faire exister autour de fonctions simples, hein, loisirs, commerce, restauration, culture, avec le château, nature, avec tous les bords de Marne, vous ne pouvez pas voir ce qu'on a ailleurs, mais voilà. Et si ce marché il est foiré, tout sera foiré. Mais s'il est réussi, j'en ai la conviction, il peut emporter tout le reste. Donc nous, Ville de Saint-Dizier, on avait besoin d'avoir un vrai geste architectural sur ce marché, parce que si l'objet est beau, déjà, il entraîne. Si l'objet aussi est fait selon des valeurs dans lesquelles on croit, déjà, il entraîne. Et ces valeurs, c'est quoi? C'est des matériaux biosourcés.
C'est de la pierre de taille, c'est pas du parement-pierre sur du béton, quoi. Et ça, les gens y croyaient pas en fait. Et quand ils ont vu la première structure métallique monter, ils ont dit « Ah, il nous faut encore une boîte à chaussures dégueulasse !» On s'est fait engueuler, un truc de dingue. On a beau expliquer Non, non, mais je vous promets, en fait, c'est parce que c'est compliqué. » Et ils ont vu les pierres arriver. Et là, ils voient les arches se faire, et ils voient que jamais ils avaient vu ça. Mais des arches pareilles, oui, c'est possible ici. Des arches avec des pierres si belles, oui, c'est possible ici. Et des pierres qui viennent d'à côté de Ville, c'est montré sur la carte, parce que j'ai dit, mais ça, c'est où Ville déjà? Mais c'est à côté. On a la pierre de Savonnière, mais elle est trop molle, je crois. Elle est trop. J'adore, elle est magnifique, mais c'est nos pierres, quoi. Et ces pierres, elles sont de la même lumière que le château qui est derrière, qui est juste à côté. Et ça, c'est magnifique. Et pour nos producteurs qui sont dans une tente, là, parce qu'ils n'en peuvent plus d'attendre dans la tente, heureusement la tente est chauffée, le marché provisoire actuel, eh bien eux, ils voient ce marché monter et ils se disent « Waouh, je vais faire partie de cette aventure ». C'est un premier pas qu'on n'a pas le droit de rater et je vois bien qu'on est en train de le réussir. Nous, l'enjeu, ça va être de faire en sorte que si la boîte est belle, il ne faut pas qu'elle soit chiante. Donc à l'intérieur, il va falloir que ça tourne. Et on veut faire de ce marché, un marché comme on les fait maintenant partout, c'est des lieux de vie. Ce n'est pas juste des lieux où tu viens faire 3 courses. Il faut que ce soit un lieu où il y aura un bar, il y aura petit espace de restauration, voilà, faut que tu puisses venir acheter ta petite charcuterie, ton bout de fromage et manger ça, quoi. Comme on en trouve ailleurs, à Bayonne, waouh, dans tous ces lieux. Il y en a qui viennent de la Drôme, il y a des marchés de bouffe. Bon, ici aussi, bientôt. Voilà, donc l'enjeu, ça va être de faire en sorte que les producteurs locaux au maximum se mobilisent et viennent dans ce marché, parce que c'est un marché qui correspond à leurs valeurs. Et que les producteurs aussi, voilà, pas seulement les maraîchers, mais d'autres artisans ou autres, puissent venir se saisir de ce marché. Voilà. Je ne veux pas être plus long, mais j'aime ce marché parce que je pense qu'il va nous donner un vrai élan pour le cœur de ville. J'aime ce marché aussi parce qu'il correspond aux valeurs qu'on a. Et j'aime ce marché parce qu'il est audacieux et qu'il nous projette dans un avenir qui est souhaitable pour notre ville et voilà, qui fait envie. Et qui, je l'espère, sera une vraie locomotive pour tous les autres commerçants, toutes les autres fonctions de notre ville. On aime être expérimentaux à Saint-Dizier autant que possible. C'est pour ça que je parle de terrain de jeu. Et avec ça, au fond, on innove. Voilà. Pas que ça se casse la gueule, hein, monsieur Aubertin, ça va aller. Hein. Vous avez peut-être vu, il y a l'Ornel qui passe en dessous, là. Alors, je viens de le faire doucher à mort, là, mais j'avais envie de tout casser. On laisse l'Ornel, quoi, c'est trop beau. Non, mais on va faire une bêtise, pas vers ça. On va aller au bout du chantier comme prévu. Voilà, ça va être très beau, avec toute cette eau et cette verdure qui va entourer notre marché couvert. Merci beaucoup de vous intéresser à tout ça. J'espère que cette journée sera intéressante pour vous. Profitez bien et bienvenue à Saint-Dizier. Merci. Bonjour. J'ai éteint. Bonjour. Voilà, ça marche. Merci beaucoup. On a appris plein de choses aussi. Ouais, il y avait des chiffres que j'avais pas en tête sur Saint-Dizier et c'est d'autant plus motivant sur l'impact aussi que peut avoir l'architecture dans l'urbanisme, dans la ville, dans le territoire. C'est vraiment très bon. Bravo. Donc je vais faire rapidement parce que aussi il y a Jean-Marc. On a fait une chronologie où on va essayer de zoomer techniquement. Donc j'ouvre le bal avec le volet architectural et ensuite donc Jean-Marc prendra la parole et Jean-Marc a un train. Donc on va essayer de faire assez rapidement. Donc pour commencer, l'explication, de pourquoi on en est là, pourquoi on construit ça, nous. Moi, je voulais déjà montrer ça, parce que ça nous parle à tous, ça parle à toute notre génération. Donc, Gilles Perrodin, architecte, qui, une année, construit le chai viticole à Vauvert sur un système constructif qui n'existait pas, qu'il a remis en place, un système constructif contemporain à base de pierre et c'est comment il a, avec tout ça, réactivé une filière, la filière pierre, comment il a créé une construction donc, sur le biosourcé, un système sur le biosourcé, et comment il réinvente une nouvelle architecture, une nouvelle forme, de nouvelles matières, de nouvelles lumières, de nouvelles volumétries, et comment tout ça, ça nous a tous marqués, je pense, si on est là, et comment aujourd'hui, nous, on est la deuxième génération qui travaille à partir de ça.
Et je voulais contextualiser aussi, donc nous, Studio Lada, on travaille à Nancy, Nancy qui est dans le Grand Est. Alors on n'est pas dans la grosse tâche de pierre qui se trouve ici, ça c'est les pierres de France, mais on est là. Et c'est assez intéressant parce qu'on est entre plusieurs couleurs. On a du calcaire dans la Meuse, on a du granit dans les Vosges, du grès rose, et on a aussi de la pierre de Jaumont sur la petite tache du dessus. Donc ça, c'est quelque chose, nous, qui nous anime, c'est sur qu'est-ce qu'on peut faire justement en utilisant ces pierres locales avec leurs couleurs et leurs caractéristiques particulières. Ça, c'est un travail qu'on fait, c'est carte des ressources sur le territoire de la Lorraine, nos 4 départements. Donc là, on a recensé les ressources biosourcées, pierre, bois, terre, fibre. Donc la pierre, on voit des petites taches là-haut sur les pierres de Jaumont, des taches ici sur la pierre de Euville et Savonnières sur le calcaire. Ici, il y a un peu de grès rose, une petite poche un peu isolée vers Neufchâteau, dans les Vosges. Ici, on a du granit, et ici, on a du grès rose sur les Vosges du Nord alsaciennes. Et Nancy est située au milieu de tout ça. On a des chantiers qui se situent dans ce bassin. Donc, c'est toujours un plaisir, que ce soit au niveau des bois, au niveau des pierres, d'essayer de trouver des bâtiments qui répondent à cette région, à ces ressources, et qui peuvent avoir aussi peut-être une écriture et un rapport dans la méthode biorégionale. C'est un terme et une notion qui nous intéresse beaucoup. Et voilà quelques projets qu'on a essayé de faire et qui utilisent la pierre dans les endroits où il se trouve. Alors, là, une des premières expériences qu'on a eues en pierre massive, c'était en 2011 avec Benoît Zint. On était associés. D'ailleurs, c'était mon premier bâtiment neuf, c'est une maison médicale à Bois-Vacon. Et là, on a utilisé de la pierre de Savonnières sur un mur intérieur, le mur de refend intérieur, en épaisseur 22 cm. Pour nous, c'était déjà une grande victoire, une grande fierté. Et on s'est déjà confronté là à des questions qui sont peut-être propres à notre territoire, c'est les prix. Les volumes. On a l'impression que dans le sud, on arrive à utiliser de la pierre en plus gros volume à des prix plus compétitifs. Nous, dans le nord, nous, dans l'est, on a besoin de trouver des solutions aussi pour réduire les volumes si on veut rentrer dans une économie correcte. Voilà d'autres expériences. C'est un vestiaire de football qu'avait fait Benoît en pierre de Jaumont sur les murs de refend intérieur et voilà, donc en pierre locale. Cette pierre de Jaumont qui a aussi d'autres caractéristiques, notamment que la ressource s'appauvrit et que la pierre est des fois de qualité moyenne, mais justement, il y a peut-être des choses à faire en anticipant cette qualité moyenne. Ça, c'était avec de la pierre de Meuse, de la pierre de Savonnières, c'est à vos couleurs, une extension d'EHPAD. Et là, on avait travaillé sur encore une autre épaisseur, dans une économie plus faible, c'est 4 cm, de la pierre en pelliculaire et en habillage, donc la pierre de parement, mais sur une ossature bois. Ça, c'est aussi un sujet que je tiens à développer. On peut en rediscuter si ça intéresse quelques-uns. Mais on a donc déposé un ATEX pour avoir cette possibilité d'accrocher la pierre sur une structure qui peut avoir des variations sur une ossature en bois. Ensuite, il y a eu ce projet-là en grès rose, donc avec un bâtiment, là on est sur de la pierre de 35 cm, donc de la pierre un peu plus épaisse, donc là de la pierre porteuse, et une dimension d'1,40 m de long pour les blocs, et on a construit ce petit bâtiment. J'aime beaucoup ces deux photos parce qu'on voit vraiment le lien entre le paysage d'origine et le paysage construit, et je pense qu'il y a un mimétisme qui est intéressant et qu'on essaye de faire dans les projets. Ça, c'est un autre bâtiment qu'avaient fait Benoît et Éléonore qui se trouve à Audun-le-Roman. C'est une maison de santé. Donc là, on est sur une structure bois et des façades en pierre autoporteuses de 10 ou 12 cm, je crois, qui viennent rhabiller les façades. Et ça, c'était un projet important pour Saint-Dizier, parce que c'est là où on a rencontré SNBR, et c'est là où c'est l'entreprise SNBR qui avait fait la mise en œuvre. Et donc, un jour, Benoît me dit, viens, on va voir chez SNBR, ils font des choses intéressantes, et on va voir ce qu'ils font. On avait vu passer sur Internet un projet de SNBR. Donc on va les voir et on trouve ça à Troyes, à Sainte-Savine, dans la banlieue de Troyes. On tombe sur le siège de SNBR et ces bureaux-là. Et on tombe donc sur un bureau, un bâtiment magnifique, mixte, pierre et bois, avec 4 grands arcs qui font la structure, 4 portiques.
avec des pierres, des grands arcs en pierre, je crois sur une portée de 15 mètres. Et aussi, chez SNBR, c'est aussi ça qui est complètement inédit, c'est qu'on arrive et on voit plein de petits objets en pierre, comme ça, donc des expérimentations. C'est pas des commandes, c'est pour le plaisir. On a des entreprises qui fabriquent des choses avec des géométries complètement voilà, tridimensionnelles. Peut-être vous en parlerez, mais il y a un partenariat, il y a un travail commun de SNBR avec Giuseppe Fallacara, qui est un ingénieur architecte italien, aussi avec Maurizio comment Brocato, mais aussi un autre Maurizio, je crois un italien, mais je crois que vous en parlerez, qui a... Et donc, dans le jardin, à côté du bâtiment, il y a ça. Il y a des arcs, il y a des expérimentations sur un arc sur des culées en pierre, on va voir comment ça réagit. Sur celui-ci, donc avec des câbles qui circulent dans des pierres et qui vont lier tous les éléments et qui passent au travers de ces pierres. Il y a cet arc-là qui est une reproduction d'une étude de... J'ai oublié le nom de... C'est pas Viollet-le-Duc qui avait fait ça? Comment? Oui, c'est celui-ci là. Celui-ci avec un arc, avec un fer qui se trouve ici et qui vient donc tenir l'arc. Et ça, c'est un pied scellé. Et ça, c'est un pied sur roulement. Enfin, il nous raconte tout ça avec une passion de dingue. Et il nous explique qu'ils font ça. Et ça aussi, c'est une autre chose qu'on a découvert qui sont dans des salons. Je crois que celle-ci, elle est à Venise actuellement à la Biennale d'architecture, une Flux, donc avec Maurizio Barberio et Giuseppe Fallacara. Et voilà, donc on a une entreprise française qui fait des expérimentations et nous, on ne le savait pas. Et ça veut dire, peu importe quelle est l'entreprise, enfin, ça veut dire qu'on a au moins une entreprise et qu'on a certainement des savoir-faire qui permettent d'envisager d'autres dessins et d'autres choses. Et même si ça, on sait que ça, c'est une économie certainement d'objets sculpturaux qu'on ne peut pas introduire dans un projet de bâtiment. Par contre, ça a une économie qui commence à devenir envisageable, le grand arc. Et quelques mois plus tard, il y a un appel d'offres à Saint-Dizier pour reconstruire, pour refaire le nouveau marché. Le nouveau marché, donc ça, on en a parlé. Saint-Dizier, c'est une ville comme ça, comme on en connaît beaucoup dans les territoires de Meuse, enfin, je parle sur son architecture, son patrimoine, où tout est construit en pierre locale, en pierre de Meuse, donc Savonnières et Euville. Généralement, Euville pour les belles pierres de taille et Savonnières pour les pierres plus de remplissage. Et donc, il y a tout de suite une pertinence à se dire c'est le projet idéal, c'est le bon contexte pour proposer une architecture de pierre. Et donc on travaillait sur ce sujet donc avec Aurélie Husson. On était associés sur ce concours, on est associés sur ce concours. Et Aurélie Husson qui a aussi qui est architecte du patrimoine, donc chez Studio Lada. Et c'était le point de rencontre aussi sur nos cultures, entre des références patrimoniales sur quelle est la typologie traditionnelle du marché avec la nef centrale, l'arcade majeure, les arcades en périphérie, les espaces intérieurs couverts, les espaces extérieurs. Donc comment on a fait référence à ça pour proposer un plan et un dessin de façade, et ensuite comment on a fait aussi appel aux ressources. Donc là on a écrit savoir-faire, mais il faudrait plutôt parler de ressources, parce que ça parle, un, des ressources matérielles, donc les matériaux, et deux, les savoir-faire. Et donc on était ici, territoire de pierre, de bois, et aussi de fonte, qui a été un petit peu abandonné parce que, pour des questions de poids, et sur les étals des marchés. Et vous voyez aussi ici que sur la première proposition, on parle de pierre calcaire de Bourgogne et de l'Oise, parce que on n'avait pas confiance en la pierre locale, ou confiance peut-être en termes de structure, mais aussi en termes de prix. On avait peur que ça passe pas. Et donc, une des premières recherches qu'on avait fait, c'était d'avoir de la pierre de Bourgogne pour les arcs, avec une très forte compression. La pierre de Bourgogne étant plutôt chère, on mettait ça. Et ensuite, une pierre calcaire à prix correct, c'était la pierre de l'Oise, pour toutes les pierres de remplissage qui venaient au-dessus. C'était la première hypothèse.
Donc voilà le marché couvert tel qu'on l'avait proposé au concours. Je vais y revenir après, mais le bâtiment s'est légèrement déplacé vers le nord et il s'est un peu étiré d'est en ouest. Puis les bâtiments, comme vous l'avez dit, à côté, ils sont un peu différemment, mais c'était un peu l'hypothèse de départ, avec donc un grand auvent ici, côté est. Donc ça, c'est ici où le marché ponctuel 2 fois par semaine, les étals extérieurs viendraient se mettre. Côté est, la belle lumière du matin et avec des extensions possibles ici. Et ça, c'est le auvent d'accueil pour tout le lien avec la ville. Il y avait aussi cette idée que le marché puisse être traversé pour donner accès à toute cette partie de ville et que ce soit un espace public qu'on puisse traverser. Donc ça, c'est la vue qui va avec, où on voit la question des arcs. Le plan du marché qui reprend finalement le petit schéma qu'il y avait dans le concours où il y avait l'organigramme, il était quasiment identique. Donc il y a cette idée d'avoir une travée principale, une travée centrale. Donc là on a un grand auvent, là un autre, et ensuite on a une travée ici. Il y avait aussi cette idée que le marché puisse fonctionner des fois entièrement et des fois en modèle réduit, donc quelques jours par semaine. Il n'y a que ça qui fonctionne, on ferme des petits portillons. Et donc le marché fonctionne ici. Et voilà, il y a une zone technique à un endroit dans un angle avec les services, les stockages, les sanitaires, et voilà. Et donc ça, c'est le plan assez simple de ce marché. Et donc la question de l'architecture, elle est surtout basée sur 2 éléments de structure, donc, et qui créent donc une architecture singulière, c'est l'arc. Et ensuite, ce module de charpente, donc, qui était un module au concours, qu'on avait expérimenté sur 2 petits projets à petite échelle, et que ce module puisse être un des éléments qu'on vient répéter sur une nappe. Et donc ces éléments, on les retrouvait ici, sur les 4 pieds, et on les agglomérait les uns aux autres, et on créait cette nappe sur le marché. Donc voilà la perspective du concours qu'on avait proposé au concours, donc qui montrait ces éléments et l'ouverture du marché sur la place du 11 novembre. Avec à l'intérieur cette charpente qui commençait à avoir aussi une certaine épaisseur. On avait des grandes portées, ça c'est des modules en bois, c'est des morceaux de bois qui faisaient 10 par 30, qui auraient pu aussi un peu augmenter. Donc voilà, et des prises de lumière en partie haute. Alors, je réexplique aussi pourquoi, parce que ça c'est important, pourquoi la charpente n'est plus en bois et la charpente est en métal. C'est à cause de ce qui se passe sous le bâtiment. Sous le bâtiment, disons qu'au départ, on a des chauves-souris qui habitent dans des caves qui se trouvent en dessous, dans ces zones-là. Là, on a des chauves-souris protégées. À cet endroit-là, on ne peut pas faire de fondation, on ne peut pas faire de perturbation. On a la rivière qui passe ici, qui ressort là, mais on a aussi toute une grande cave avec une grande dalle béton fragile qui est au-dessus de cet élément, et on a d'autres caves ici qui ne sont pas habitées par les chauves-souris, mais qui existent là. Ça, c'était le plan de structure au concours, où on arrivait à poser le bâtiment et à avoir les éléments avec les pieux qui passaient, qui contournaient les éléments où il y a les chauves-souris. On avait juste des points singuliers comme ici ou là, où on faisait une structure déportée, mais on pouvait reprendre les charges. Ensuite, il a fallu faire des fondations encore plus profondes. Au début, c'était 5 mètres, il a fallu faire des fondations de 15 mètres. Et aussi, il s'est avéré que toute cette zone-là, la zone rouge de la rivière, on ne pouvait pas y toucher parce que c'est une zone de circulation des chauves-souris. Donc ça voulait dire que qu'on devait aussi éviter toute cette zone. Donc c'est là où on est venu à modifier la proportion du bâtiment, à le décaler. Donc le bâtiment, c'est le rectangle rouge. Maintenant, il est positionné de cette manière-là. Oui. Je vous dire au revoir, on a un rendez-vous qui suit. Mais du coup, monsieur Bernard l'a pas dit. Je veux dire, parce que j'ai eu à suivre un petit peu les travaux. Merci monsieur Aubertin pour ce beau marché. Parce qu'en suivant les travaux, on a vu toutes les difficultés que vous avez rencontrées. Merci à nos 2 collaborateurs, Esteban et Florence, qui ont eux aussi beaucoup œuvré. Et merci aux entreprises qui
œuvrent pour sortir ce bel édifice, parce que vraiment, je pense qu'on va tous être très très fiers de l'inaugurer. Voilà. Merci en tout cas d'être là et bonne continuation pour cette journée. À très bientôt. Merci. Et donc le bâtiment évite maintenant toute cette partie de cave, la rue est ici, et ici on a un grand parvis sur ce côté-là, là où on s'est déplacé. Et donc on a le bâtiment ici, par contre on ne peut plus se fonder qu'en périphérie sur ces deux lignes-là, on ne peut plus mettre de point de fondation à l'intérieur. Le problème, c'est aussi que la dalle existante, on ne peut pas l'utiliser. Donc il faut porter la dalle basse, il faut porter la toiture, mais il faut aussi porter la dalle basse de ce marché. Et les seules fondations qu'on a, on les voit ici, enfin on les voit peut-être pas très bien, mais c'est les pieux qui sont là, qui sont ici. On a tous les pieux qui ceinturent tout le tour avec déjà des points singuliers comme ici, comme ici. On a des choses à éviter comme là aussi. Donc ça, c'est notre structure pour porter l'ensemble. Et cette coupe, elle explique bien le principe. C'est que c'est comme ça qu'on en est venu à... Parce que le problème, c'était s'il fallait porter la dalle basse nouvelle de là à là, il nous aurait fallu des poutres de 2 à 3 mètres de haut, c'est-à-dire que le niveau du sol du marché se serait retrouvé là. Et ça, c'était pas possible. Donc l'idée qu'on a donc développée avec Jean-Marc, c'était d'avoir une très grande poutre en partie haute, avec des suspentes, ici et là, qui viennent porter une structure réduite en partie basse, qui ne porte plus que 10 mètres. Là, on a 30 mètres, et là, maintenant, on porte 10 mètres, ce qui nous permet d'être dans une hauteur raisonnable. Et ça, bien entendu, on ne pouvait plus le faire en bois, donc ça a été fait en acier pour porter la dalle béton. Donc voilà un peu les aventures de ce bâtiment qui est devenu un peu pour nous, on se le disait, quelque part un ouvrage d'art sur toutes ces contraintes. Il y avait aussi, il y a quelque chose qui avait été envisagé fortement à un moment, c'était mais pourquoi on construit le bâtiment à cet endroit-là? Si on a toutes ces contraintes, pourquoi on ne le met pas à côté sur le parking du 11 novembre plutôt que là? Et en fait, ça a approché des questions d'urbanisme et le marché il ne pouvait pas être à un autre endroit. Le marché il devait être ici parce que le lien avec la ville il est là et des fois quand on déplace un bâtiment un peu, les connexions se font différemment et aussi ça permet finalement d'encapsuler toutes ces caves à cet endroit-là et de les protéger et d'avoir le problème résolu pour la ville. Donc ça, c'est le bâtiment donc avec la charpente métallique. Et donc il y avait la question quand même de la présence du bois qui était nécessaire pour plusieurs raisons. Un, pour l'acoustique. C'est un bois qui est non raboté, qui est brut de sciage et qui a un gros rôle acoustique. Et aussi pour cacher toutes les tripailles, toutes les ventilations et distributions qu'on va avoir en charpente. Et donc on a dessiné cette solution-là, qui est donc une résille en bois ajourée, avec des chevrons de 8 cm par 8 cm, qui viennent tous se croiser et qui reprennent un peu la forme de la charpente initiale, et qui viennent se poser donc, en sous-face des poutres, qui remontent, qui viennent rejoindre les puits de lumière qui sont là, donc il faut rentrer la lumière à ces endroits-là, et donc on a cette résille bois qui n'est pas structurelle et qui vient donc créer le plafond du marché couvert. Donc voilà les deux perspectives mises en relation, donc on voit que c'est des dimensions beaucoup plus fines. C'est du bois des Vosges, c'est du bois scolité, où il y aura des traces de scolite, ça on voulait aussi montrer qu'on peut utiliser du bois scolité en apparent dans certains types de mise en œuvre. Et c'est du bois donc, brut de sciage avec certaines longueurs qui vont jusqu'à 8 ou 9 mètres en bois massif. Ça, c'est donc toute la structure propre à pour mettre en place cette résille et arriver à cette géométrie. Donc un jeu entre des choses qui circulent sur le plan XY et d'autres sur le plan YZ pour créer cette géométrie de ce type. Ensuite, bon, la pierre. La pierre, ça, c'est les façades du concours. Les façades au concours, on n'était pas avec Jean-Marc. Au concours, on n'était pas donc avec CE. On ne savait pas trop ce qu'on allait dessiner comme bâtiment. On était avec Barthès Bois, qui est bureau d'études structure bois et qui était déjà très impliqué. Et on a dessiné ce type de façade, ce type d'arc, où on voit des arcs qui sont ici un peu de forme parabolique, donc
aussi en funiculaire, en chaînette. Celui-ci avait une forme un petit peu demi-cercle, donc circulaire, et celui-ci, grande longueur, on avait choisi de faire un arc légèrement surbaissé, vous voyez, donc avec un angle plus fort ici, de cette manière. Ça, c'était les premières hypothèses au moment du concours. Et ensuite, donc c'est quand on a retravaillé avec CE, qu'on a redessiné plutôt sur le système de la chaînette, qui s'avérait être un dessin plus efficace et plus performant pour les arcs. Donc ça, c'est les arcs de la Casa Mila de Gaudi à Barcelone. Et donc la chaînette, c'est un type d'arc qui peut prendre des proportions très différentes suivant qu'on est sur un axe étroit, moyen ou grand. Et donc nos trois arcs actuellement se sont redessinés sur la forme de chaînette. Et là, on voit aussi on voit les façades actuelles. On a aussi simplifié. Avant, on avait un arc différent pour le haut-vent. Et ici, on a simplifié. On a 2 petits, 5 grands, 5 moyens et un grand ici. Avec aussi, donc vous voyez, la hauteur des culées béton. Donc les culées béton qui sont en lien avec l'infrastructure et qui viennent faire l'appui de ces éléments. Donc ça, c'est un modèle qui a été réalisé par SNBR qui permet de tout dessiner et d'avoir chaque bloc en 3 dimensions. Et voilà donc la différence entre la version initiale et la version aboutie. Donc il y a quand même ici une vraie satisfaction sur le fait que l'ingénierie, les questions de stabilité, donc dirige vers une forme qui a beaucoup plus de finesse, beaucoup plus une proportion bien plus intéressante pour nous, la seconde proposition, par rapport à la première qui était plus maladroite. Donc c'est un peu des fois comme la Tour Eiffel, où finalement on est sur une contrainte et c'est un dessin d'ingénierie qui va vers la solution de bon sens et qui nous crée une forme à laquelle on n'est pas habitué et qui crée quelque chose de singulier mais d'équilibré. Ça a été des recherches intermédiaires parce qu'à un moment, il s'est posé des questions sur cet arc qui n'était pas chargé de manière uniforme. C'est-à-dire, il est très peu chargé ici, il est beaucoup chargé là. Donc à un moment, on a fait des recherches pour savoir, mais est-ce qu'on ne peut pas diminuer du poids à certains endroits pour rééquilibrer. Donc on avait fait ces recherches qui posaient des problèmes sur des entrées d'eau, des infiltrations, peut-être des stagnations. Il y avait eu ce dessin qu'on avait regardé à un moment où vous voyez ce pont qui était évidé, et ça avait été des recherches, mais finalement le calcul a montré qu'on pouvait garder une charge différente. Donc là, ce sont les façades aussi de l'entreprise avec les blocs numérotés et calibrés. Et ici, sur cet arc, on sent bien qu'il y a une poussée énorme sur les 2 culées. Il y a une poussée énorme et qui vient sur le sol, sachant que le sol est un gruyère et que même si ce n'était pas un gruyère, qu'à un moment il faut quand même avoir une structure complète, il a fallu donc retravailler un tirant qui reprenne cette poussée de manière très précise. Ça, on en a parlé pendant la visite et c'est là où il y a eu ce choix de mettre en place un tirant système Fraissinet, donc un tirant haute technologie qui est intégré dans la poutre béton et qui nous assure une traction et aucune extension de cette poutre tirant. Voilà. Et là, j'ai mis... donc là, ce sont quelques photos de la carrière de Euville qu'on était allé visiter avec l'entreprise de Rocamat. Donc ça, c'est tout près de chez nous. Il y a des carrières magnifiques comme ça. Il y a cette pierre-là. Alors, c'est de la pierre de Euville-Gévaux qui a été utilisée. Il y a plusieurs pierres à Euville et c'est une catégorie de pierres de Euville peut-être un petit peu moins qualitative, mais il y avait un stock important qui existait. Donc, et il y avait des blocs qui étaient en carrière depuis des années. Et là, c'était l'occasion d'utiliser ces blocs. Et oui, par rapport à la pierre de l'Oise et la pierre de Bourgogne, c'est aussi suite à ces visites où on a pu échanger avec l'entreprise et on a pu se rendre compte qu'il y avait une économie possible en pierre locale et une volonté aussi d'un fournisseur de réaliser ce projet en pierre locale.
Et voilà. Ça, ce sont les blocs qui se font scier chez SNBR avec le fil qui permet une découpe en vague de ce type. Ça, c'est pour les claveaux principaux. Ça, ce sont les pierres, donc les différents stocks. Les pierres ont été taillées à 3 endroits. Rocamat et SNBR peut-être expliqueront ça. Il y a eu 3 endroits pour tailler tout ce volume. Donc ça, c'est en Bourgogne. Donc les pierres ont été emmenées de Meuse en Bourgogne pour se faire découper. Donc ça, c'est des découpes parallélépipédiques qui étaient faites chez Rocamat. SNBR avec toutes les découpes avec des formes courbes ou des pierres d'intrados ou d'extrados. Donc là, c'est chez SNBR. Et il y a eu une aventure singulière dont on parlera aussi cet après-midi avec le CTMNC, c'est qu'à un moment, quand on prend aussi une pierre locale, quand on veut un matériau, il peut y avoir aussi, c'est peut-être pas la qualité parfaite, idéale. Et même la pierre, c'est un matériau vivant, et la pierre, il peut y avoir aussi des choses. Donc il y avait ces pierres qui étaient livrées, et sur certaines, on voyait apparaître des micro-fissures, des petites fissures à certains endroits. Et à savoir que sur les pierres, notamment des grands arcs, étant donné les contraintes, c'est quelque chose qui aurait pu être problématique. Et donc, on a fait appel au Centre technique des matériaux naturels de construction, et on a fait réaliser, la ville de Saint-Dizier a fait réaliser des tests aux ultrasons sur ces pierres pour voir leur qualité et qualifier leur qualité interne et leur qualité structurelle. Et ensuite, la mise en œuvre, donc des phases préalables à ce qu'on vient de voir, les culées, la mise en place des coffrages en bois, la pose de la première pierre, ici, la mise en place des pierres pour les petits arcs et les moyens arcs. Voilà, avec... Donc, on a parlé de l'organisation du travail, mais je pense que cette organisation bien pensée a permis vraiment un confort de travail pour les ouvriers sur cette mise en œuvre. Le grand arc, hein, avec la pose des dernières pierres. Donc, ces énormes pierres qui sont suspendues à leur point de gravité par cet élément tubulaire qui permet de les porter et de les calibrer, de les caler précisément. On voit aussi ça, c'est les pas de doigts, les fameuses pas de doigts qui permettent, une fois la pierre posée, de faire couler le joint qui est très liquide et qui permet de s'engouffrer et de glisser sur toute la surface de la pierre. Et ensuite, le travail des joints en façade, des deux côtés. Donc on est vraiment aussi sur des choses, de compagnons, des choses qui sont certainement faites régulièrement pour la rénovation du monument historique. Et là, réutiliser toutes ces techniques pour un bâtiment neuf contemporain, c'était aussi un grand plaisir partagé de remettre tout ça en œuvre de A à Z. Voilà. Avant de passer la parole, je voudrais expliquer aussi les intervenants de cet après-midi. Donc il y a The Stone Masonry Company qui viennent cet après-midi, Alex Bertrand et Pierre Bidot. Il y a 2 ans, ils m'avaient invité pour une exposition à Londres, dans une petite galerie, à présenter le petit projet rond en pierre de grès rose de plein fin, sur une exposition qui était menée par 3 personnes, par Amin Tahar, architecte, qui travaille avec la pierre, par Steve Webb, qui est ingénieur, qui ne pouvait pas être là aujourd'hui, mais qui est un ingénieur hyper intéressant, et Pierre Bidot, donc, qui est là. Donc ces 3 personnes ont mené cette exposition, The New Stone Age, le nouvel âge de pierre, et qui m'a aussi permis de redécouvrir beaucoup de choses, de voir aussi sur ce partenariat ingénieur-entreprise-architecte comment on peut développer des choses. Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui. Et devant l'exposition, il y avait cette grande poutre en pierre, avec des blocs de pierre individuels qui tiennent sur une portée de 10 mètres, avec un système de câblage, donc des pierres qui font 20 cm de large
allez, 60 cm de haut, et on porte sur 10 mètres un système comme ça. Donc ça, c'était exposé, et ça, c'est quand même assez révolutionnaire, enfin, pour moi, et je trouve assez intéressant aussi pour une vision économie de matière, et comment on peut créer des poutres en système sec, pierre, acier, et qui peuvent ouvrir de nouveaux potentiels de structure. Et aussi, voilà, on a échangé, et ils m'ont demandé de retravailler avec eux, de travailler sur l'étude d'un petit atelier donc sur leur site de production, donc avec des portiques en pierre. Et ça, je trouve que imaginer des portiques en pierre avec de la pierre de vin d'épaisseur, du poteau de vin, qui puissent donc en collaborant avec des systèmes en acier en haute contrainte fournir ce type d'ouvrage, je trouve que ça ouvre des pistes sur du développement de la structure en pierre, et c'est pour ça que je trouvais vraiment intéressant qu'ils puissent nous parler de ça. Et voilà, ça c'est une structure mixte, ensuite avec des panneaux bois qui viennent réunir ces portiques. Et ça, c'est un petit croquis de Steve Webb. Je ne sais pas si vous le montrerez, ce croquis. Non. Ben, ou peut-être on le remettra tout à l'heure. Mais voilà, je vais pas en parler, mais je trouve que ça raconte plein de choses sur le potentiel. Voilà, je passe pour continuer les présentations. Voilà, merci. Bonjour. J'étais très impressionné de voir le chantier ce matin. Ça m'a fait un choc, en fait. Bon, je ne vais pas parler très longtemps. Christophe a dit beaucoup de choses. Je voudrais essayer de vous raconter la même histoire, mais du côté du travail des ingénieurs, de l'équipe d'ingénieurs qui s'est mise en place pour faire face à cette question singulière à laquelle il fallait répondre. Lorsque Aurélie Husson et Christophe Aubertin ont gagné le concours, ils m'ont appelé, ils étaient joyeux, et je peux comprendre, compte tenu de l'importance d'un programme comme ça dans un territoire comme celui-là, en me proposant de travailler sur le dossier, et puis sans beaucoup réfléchir, j'ai dit oui, sans avoir aucune idée de là où je mettais les pieds, et je pense que j'ai été servi en réalité. Donc, on est sur un sujet qui, dans le fond, a mobilisé l'ingénierie dans sa dimension la plus technique, la plus analytique, mais aussi la plus sensible et la plus, dans le fond, poétique, parce qu'il a fallu trouver un chemin de la pensée qui permette de rassembler le projet architectural tel qu'il avait été dessiné, pensé et puis gagné auprès de la ville, mais aussi des contraintes étranges et nouvelles pour moi, c'est-à-dire une infrastructure de chauve-souris protégée, sur laquelle il fallait se poser sans la toucher, un bâtiment qui, au fil des mois, est devenu un pont, puisqu'on n'a pas trouvé d'autre solution que de le suspendre, et puis une structure en pierre qui était à la fois porteuse, portée, dont il fallait aussi trouver l'histoire. Et c'est ça que je vais essayer de vous raconter en quelques images. D'abord, pour faire face à un tel sujet, je me suis dit qu'il fallait fabriquer une sorte de comité technique interne à l'équipe d'ingénierie, c'est-à-dire qu'il fallait mettre ensemble des individus capables de formuler l'histoire de la justification du projet. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement de faire un calcul, une vérification, mais il s'agissait de trouver comment justifier un objet de ce type-là. Et donc je suis allé chercher des gens que j'aime bien et en qui j'ai confiance et que j'avais envie de citer aujourd'hui. Je suis allé chercher Henry Bardsley, que les ingénieurs anglais doivent connaître, qui est le dernier directeur de RFR, qui est l'ingénieur de la pyramide du Louvre, qui était jeune ingénieur sur Beaubourg, donc qui a une personnalité extraordinairement cultivée et ingénieuse dans le monde de l'ingénierie de la fin du XXe siècle, qui est un monsieur assez âgé maintenant, mais qui a une acuité extraordinaire. Je suis allé chercher Victor Davidovici, qui est l'un des fondateurs de l'ingénierie parasismique française, appliquée aux bâtiments existants, parce que je voulais débattre avec lui
du sujet. D'ailleurs, quand je suis allé le voir, il m'a engueulé pendant une demi-heure, donc ça m'a remis un petit peu les idées en place sur un sujet que je n'arrivais pas à traiter. Je suis allé chercher aussi Paul Taforel, qui est le président ou le directeur de Mimetix, qui est un bureau d'ingénierie qui modélise aux éléments discrets, qui est basé à Montpellier, pour faire un contre-calcul de mon propre calcul. Et puis, à l'intérieur même de l'équipe, je voulais citer Louise de Bonnet-Doléon, qui est là aujourd'hui, qui a souffert des mois entiers sur l'infrastructure de ce projet, qui n'est aujourd'hui plus visible, mais qui a une complexité extraordinaire. Alexandre Nocetto, que la ville de Saint-Dizier connaît bien maintenant, qui a porté le projet à bout de bras. Et puis Norma Tedo et Yann Isao, qui ont aussi travaillé sur le sujet. Donc vous voyez qu'à la fin, cette question a mobilisé une sorte d'équipe, mais pas au sens d'une équipe qui travaille pour seulement produire un projet, mais d'une équipe qui travaille pour fabriquer une histoire. En fait, on ne parle pas assez de l'ingénierie comme ça. On parle souvent de l'ingénierie comme une sorte de travail. D'ailleurs, j'ai remarqué par exemple que monsieur le maire, qui a fait un discours magnifique, ils ont cité les entreprises et les architectes, mais pas les ingénieurs. Voilà. Et en réalité, moi je m'en moque dans le fond, parce que les hommes passent, les bâtiments restent, les hommes et les femmes passent, les bâtiments restent, mais ce que je voudrais dire, c'est qu'on ne rend pas à l'ingénierie toute sa dimension analytique et poétique, d'ailleurs que l'historien et ingénieur Antoine Picon a bien résumé dans un petit ouvrage que je vous recommande, qui s'appelle L'ingénieur artiste, c'est-à-dire cette dimension sensible qui est associée à ce travail. Alors, la première contrainte qu'on a découverte au fur et à mesure qu'on avançait dans le projet, c'était qu'il était impossible de se poser sur l'infrastructure existante. Et peu à peu, le projet a migré d'un projet bois vers un projet en acier, mais pire que cela, un projet en acier qui était un bâtiment pont, c'est-à-dire qu'on devait porter au-dessus une structure qui ne touchait pas le sol et qui devait recevoir un usage qui est comme un usage assez majeur, qui est un marché couvert. Donc la première hypothèse a été de transformer l'esquisse initiale en un bâtiment posé vers un bâtiment soulevé. Un bâtiment soulevé d'ailleurs dont on était assez dépendant des appuis, puisqu'on ne pouvait pas s'appuyer là où on souhaitait. Et donc en réalité, il a fallu poser un bâtiment sur une infrastructure qui ne vous donnait pas la place de vous poser sur elle. Et en cela, pour ceux qui ont suivi le projet au quotidien, vous vous rappelez de la complexité extraordinaire de l'infrastructure du projet, et notamment des poutres de reprise, qui sont pour moi sans doute l'infrastructure la plus complexe que j'ai eu à gérer depuis que je fais ce métier. Ensuite, la question qui s'est posée était le rapport entre la structure métallique et la structure en pierre. Est-ce qu'on devait faire deux objets qui étaient autonomes l'un par rapport à l'autre, auquel cas on faisait un décor, qui n'était pas du tout l'hypothèse initiale de Studio Lada? Est-ce qu'on devait faire un objet où la pierre stabilisait la charpente, et auquel cas on mettait les doigts dans quelque chose qui était une sorte de schéma statique hybride, on va dire, qu'il fallait réussir à penser. Alors, chemin faisant, en réfléchissant tous ensemble, on s'est dit que les grands arcs transversaux qui sont, on va dire, l'entrée du marché, puisque la dimension technique s'efface face à l'usage, ce qui est normal. Donc l'entrée du marché, les grands arcs transversaux auraient pour fonction de stabiliser la structure métallique, en tout cas de participer à la stabilité de la structure métallique dans le sens transversal. Alors, on a fait cette hypothèse parce que de toute manière, on avait compris assez vite que ces arcs en pierre très élancés, les rapports entre la portée et l'épaisseur, devaient être associés à la structure métallique pour être stables hors de leur plan. Et donc, quitte à les associer, autant les associer aussi comme des éléments participant à la stabilité de l'ouvrage. Et je me rappelle de débats enflammés avec Henri Barsley sur cette question d'utiliser un matériau pierre pour stabiliser une structure métallique. Dans le sens longitudinal, on a fait l'hypothèse inverse. On a considéré que la structure en pierre ne stabilisait pas la structure métallique parce qu'on voulait laisser la structure métallique se dilater dans le sens longitudinal. Donc vous avez en fait une structure statiquement hybride, c'est-à-dire qu'elle est stabilisée dans le sens longitudinal par une triangulation intérieure, qui fait aussi une stabilité de montage en phase provisoire.
dans le sens transversal par la pierre. Donc, en posant ça comme hypothèse initiale, on a commencé à développer le projet. Ce qui vous donne un drôle d'objet, je dois dire. Très longtemps, je me suis demandé si je ne faisais pas fausse route. Un drôle d'objet où vous avez des arbres primaires très, très spectaculaires, comme on voit maintenant, qui nous fait un choc maintenant, qui stabilisent la structure métallique, alors que dans le sens longitudinal, la structure métallique est stabilisée par elle-même. Alors, on avance dans le projet avec les partenaires, avec les entreprises, et là, je pense qu'il faut plus que les citer en parlant d'entreprise, il faut leur donner un nom. Moi, je suis très attaché au nom, c'est une sensibilité personnelle. Donc, je voudrais citer l'entreprise Fior, qui ne s'attendait certainement pas à un projet de ce type-là, j'en suis sûr. Je pense qu'ils ont été choqués par la complexité à laquelle ils ont fait face, mais ils ont fait face à cette complexité-là de manière remarquable, parce qu'il fallait la construire, cette infrastructure. L'entreprise Fourcade, le charpentier, qui lui encore, je pense, a été surpris. Bien sûr, SNBR, qui a fait un travail magnifique, dont ils parleront mieux eux-mêmes. Et puis un invité surprise dans l'histoire, c'est l'entreprise Freyssinet, qui a réalisé, non pas les tirants dans les longrines, mais qui a précontraint les longrines transversales. C'est un dessin de SNBR couplé au modèle de calcul. Donc ça, ce sont les arcs longitudinaux, la succession d'arcs longitudinaux. Et puis ici, vous avez la succession d'arcs transversaux. Lorsqu'on a fait l'analyse, peu à peu, en s'appropriant l'échelle du projet, on s'est rendu compte de deux choses. On s'est rendu compte qu'on avait une poussée en pied sous poids propre seul, c'est-à-dire tous les jours, toute la vie de l'ouvrage, matin, midi et soir, jusqu'à sa mort, jusqu'à son démontage. On avait une poussée de 110 tonnes dans la longrine. Cette poussée était la résultante de la géométrie. Comme l'a bien dit Christophe, on avait retravaillé la géométrie pour avoir un comportement qui soit plus naturel pour un arc, on en dira quelques mots après, mais auquel cas, à la fin, comme l'arc était surbaissé pour des raisons de prospect, pour des raisons de gabarit, on arrivait à une poussée considérable. La poussée, il y a une petite formule très simple, c'est la charge sur l'arc, carré fois la longueur au carré, divisé par 8 fois la hauteur. Donc plus votre hauteur est petite, plus votre poussée est importante. Donc on se rend bien compte que le rapport entre la hauteur et la portée est plutôt un rapport qui fabrique une poussée. Et alors, en poussant les calculs, si j'ose dire, on a compris que si on avait un déplacement de la tête du pieu supérieur à 5 mm, eh ben on faisait varier la ligne de poussée de manière substantielle dans l'arc en pierre. Et la ligne de poussée, c'est ce qui raconte la façon dont l'arc résiste, c'est-à-dire que lorsque la ligne de poussée est dans le tiers central de l'arc, l'arc est comprimé, et puis plus la ligne de poussée se déplace, plus l'arc est un peu tendu, puis si elle sort, l'arc s'effondre. Mais c'est pas le cas. Alors, donc là c'est moi qui ai eu un choc. Je me suis dit, donc 5 mm, c'est pas possible. 5 mm, ça veut dire que la fissuration de mon béton naturel et réglementaire d'ailleurs peut engager un déplacement. Le déplacement de ma tête de pieu, même si d'un point de vue calculatoire, j'arrive à démontrer que je suis à 5 mm, ça reste quand même une hypothèse théorique. Et donc, on s'est dit qu'il fallait travailler par redondance. C'est-à-dire qu'il fallait se dire, un peu comme lorsqu'on fait de l'escalade, si j'ai le point A qui lâche, il me reste le point B. Donc, on s'est dit qu'il fallait que les pieux soient calculés pour limiter le déplacement en tête de pieu à 5 mm, mais que là encore, le tirant puisse remplacer le pieu si par hasard vous avez un déplacement de 6 mm. Si vous prenez vos deux doigts et que vous tracez 5 mm, vous allez vous rendre compte que c'est peu. Donc je suis allé voir, donc après m'être fait engueuler une énième fois par Henri Bartlet, je suis allé voir Victor Davidovici qui m'a passé un savon qui m'a dit il n'est pas possible de faire ces longrines en béton armé parce que même si le calcul est parfaitement fiable, on n'est pas certain qu'on va maîtriser la fissuration du béton. Et là, je me rappelle très bien du jour où on est allé à la mairie de Saint-Dizier pour leur expliquer en cours de chantier qu'on allait changer l'infrastructure
et mettre des longues grines plus contraintes par post-tension. Et d'ailleurs, la mairie, il faut toujours un maître d'ouvrage avec un maître d'œuvre. La mairie a suivi, il nous a appuyé pour cette démarche, on va dire, opérationnelle qui s'est produite en cours de route, parce que dans le fond, il faut bien se dire que si l'architecture n'est pas un processus linéaire de la pensée, l'ingénierie n'est pas plus. C'est-à-dire qu'on imagine, oui, vous comprenez que la complexité de ces métiers, et je pense que si on les racontait comme ça à des gens jeunes, on aurait beaucoup plus de jeunes qui seraient séduits par ces métiers. C'est-à-dire que dans le fond, lorsque vous faites un calcul, vous ne vérifiez qu'il est juste que lorsque c'est construit, c'est-à-dire lorsque c'est trop tard. Et par exemple, Christophe m'avait appelé lorsqu'il avait mis les cintres, c'était très spectaculaire, très beau, il m'avait demandé si je trouvais ça beau. J'ai dit, ben, je ne sais pas, il m'a dit, on va attendre qu'il décintre. Et il m'a dit, est-ce que tu es sûr? Tu as un doute? Je dis, j'ai pas un doute, j'ai des doutes tous les jours, en fait, sur tous les projets. C'est-à-dire que si on n'a pas de doute, on devient un danger pour la société. Et donc, en réalité, c'est là que j'ai compris d'ailleurs que le décentrage opéré par SFBR était remarquable, puisqu'ils le raconteront peut-être eux-mêmes. C'est un décentrage qui se fait très progressivement pour que peu à peu l'arc bande pour se remplacer le centre. C'est peut-être que l'entreprise racontera l'intelligence opérationnelle pour résoudre dans l'espace construit l'hypothèse analytique. Donc, fort de cela, on a décidé en cours de route de précontraindre par post-tension les grines transversales. Ce qui veut dire autrement, ça veut dire c'est comme si on disait qu'on voulait annuler, ou en tout cas réduire au minimum, le risque de fissuration de la longue grille. On voulait vraiment bâtir une redondance statique du système qui permette de se dire que si on a des déplacements qui ne sont pas exactement ceux qu'on imagine, on a deux solutions pour équilibrer le problème posé. Alors, ça, c'est des dessins de Fraissinet. J'ai un peu mis des dessins de tout le monde qui montrent les têtes de longue grine de contrainte, mais les photos de Christophe étaient magnifiques, donc on en restera là. Là-dessus, il a fallu, bien entendu, monter l'arc en pierre. Ça, c'est le plan de capinage réalisé par SFBR, un de ces plans. Et et là, c'est l'une des modélisations qu'on a faites. Lorsqu'on a travaillé sur la première modélisation, aux éléments finis, on s'est demandé comment faire pour que l'arc se repose lorsqu'il n'y a pas de vent, lorsqu'il n'y a pas de neige. Comment faire pour que l'arc se repose, au sens propre du terme. Si un arc se repose, ça veut dire qu'il est complètement comprimé. Et on a dessiné la géométrie, on a recalé avec ce là la géométrie de l'arc pour que lorsque l'arc est sollicité sous poids propre seul, il soit complètement comprimé sur sa section, ce qui veut donc dire que lorsqu'on n'a pas d'événement climatique majeur, l'arc fonctionne comme un arc. C'est-à-dire qu'on n'a pas de traction qui se produirait à l'interface entre les joints. Alors, pour vous donner un peu une échelle, vous avez 230 tonnes qui se promènent en compression dans l'arc sous poids propre. Ça, ce sont des tableaux, je vous montre ça pour vous dire, où on vérifie qu'en tout point de l'arc, on est toujours comprimé. Bien entendu, l'arc n'est pas toujours comprimé lorsqu'il subit des actions climatiques, des actions dissymétriques, des actions thermiques. Et donc toute la subtilité, c'est de trouver comment la clé de l'arc fonctionne avec les pieux comme un seul système dont on peut garantir qu'il est, en tout cas sur le papier, stable. Alors ce que faisaient les anciens, et ce qu'on sait faire aujourd'hui avec des instruments numériques, ce que faisaient les anciens, c'est qu'ils traçaient la ligne de poussée de l'arc, et puis après, graphiquement, la position relative de la ligne de poussée de l'arc par rapport au milieu du bloc de pierre vous dit si l'arc est comprimé, un peu tendu, plus tendu ou moins tendu. Mais ce n'était pas suffisant pour conclure qu'on pouvait construire. Et donc je suis allé voir Mimetix, Paul Taforel à Montpellier, pour qu'il
fasse un deuxième niveau d'analyse, qui est ce qu'on appelle l'analyse aux éléments discrets. C'est-à-dire qu'il a, lui, été à l'intérieur de l'arc, avec un modèle aux éléments discrets, qui sont des modèles numériques de complexité remarquable, on pourrait parler de... Et pour vérifier ce qui se passe en tout point de la jonction entre deux clavons de Pierre. Donc ça a été la deuxième étape, c'est-à-dire aller à l'intérieur de l'arc et regarder ce qui se passe. Et on a par exemple défini, on a tenté de pousser l'arc jusqu'à la ruine. Car on a essayé de voir à quel moment on avait un risque d'instabilité. Et par exemple, l'intuition qu'on avait eue au départ de butonner les arcs hors de leur plan s'est avérée être une hypothèse nécessaire pour, on va dire, sécuriser et garantir, on va dire, réglementairement la stabilité de l'arc hors du plan. Donc mimétique, ça fait un travail de contre-calcul ou de calcul complémentaire pour regarder ce qui se passait dans l'arc sous l'action de cas de charge comme la température, comme le vent, comme la neige à l'accumulation, et pour regarder comment la résultante se promenait dans l'épaisseur de l'arc et regarder ce qui se passait à l'interface des joints entre les claveaux. Quelques images des notes de calcul de mimétique. On a en fait imaginé des scénarios de crise, mais ça c'est... Si certains travaillent dans le monde de l'aéronautique ou dans le monde des transports, on sait bien qu'on raisonne toujours sur des scénarios extrêmes pour voir comment l'objet résiste. On s'est dit, voilà, les charges sont irrégulières, la géométrie n'est pas ce qu'on pensait, les joints ne sont pas parfaitement en contact, les culées ne sont pas parfaitement connectés avec la pierre, etc. On prend en compte le rôle cohésif du joint, et pour chacun des scénarios, on a essayé de comprendre comment la structure répondait, ce qui nous a donné une information sur la façon de la buter, de la stabiliser, etc., et de poser en pied. Quelques modélisations réalisées par Mimétique. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui, mais en tout cas, j'espère avoir partagé avec vous la même de ce travail, qui restera une expérience remarquable. La profondeur de ces métiers, qui dans le fond sont bien plus que des métiers de vérification, sont des métiers qui ont aussi leur propre narration, leur propre profondeur culturelle et historique. Et bien entendu, comme on le sait, il n'y a pas d'architecture sans ingénierie. Je vous remercie de m'accueillir. Merci beaucoup Jean-Marc. En fait, on a le temps d'avoir quelques échanges. Donc, est-ce que certains ont des questions à poser sur donc à Jean-Marc particulièrement, aussi surtout ce volet ingénierie. Peut-être aussi, moi j'ai des questions qui me viennent, c'est que SNBR avait fait un arc avant pour leur bâtiment aussi. Quels ont été par exemple, vous SNBR, quand vous avez fait le premier arc de votre bâtiment de 15 mètres, comment avez-vous étudié toutes ces questions-là? Est-ce que vous l'avez fait de manière vraiment empirique, ou est-ce qu'il y a eu des études de calcul? Alors on sait que c'est pas un bâtiment public, donc pas de bureau de contrôle, voilà, mais est-ce que vous avez des choses à apporter là-dessus? Tu peux venir peut-être, vous pouvez venir Jean-Baptiste. Pour notre bâtiment, c'est un ingénieur local qui s'est arraché la tête, et en gros, il a décidé de faire un gros radier dans le sol. C'est-à-dire que nous n'avons pas de problème de cave ni rien en dessous. C'est-à-dire que c'est un radier qui est surferraillé avec des culées en béton pour reprendre la poussée des arcs. Il avait été au plus simple. Et au niveau des calculs des arcs, on y était, c'était un peu empirique, quoi. Mais il s'est quand même arraché les cheveux. Il s'est arraché les cheveux, comme tout bon ingénieur. Non, comme tout bon être humain, c'est-à-dire que en réalité, ce qui est fantastique dans ces structures, alors on les fait depuis longtemps, hein, parce que l'arc, ça existe depuis, je sais pas, depuis les Romains minimum. Et ce qui est fantastique dans ces structures, c'est que ce sont des structures
continue faite d'éléments discontinus. Ça veut donc dire que vous avez une possibilité de fragiliser votre système au niveau de chacun des joints. Et on se rend compte, comme c'est sûrement parfaitement l'ingénieur qui a travaillé chez vous, que si les appuis bougent un tout petit peu, ça modifie la position de la ligne de poussée, qui peut remettre en question la cohésion entre les joints de deux polypères. Oui, et peut-être aussi une des différences avec votre bâtiment, c'est que la charge me semble beaucoup moins importante. C'est une charpente bois qui est posée sur les murs, et la charge me semble être uniforme aussi par rapport à l'arc, donc qui était plus chargé sur les côtés, moins donc, au marché, moins au-dessus. Ou c'est peut-être plus uniforme, il y a un jeu de caissons. Ouais, Exactement. Nous, nos arcs, c'est le support de la charpente. Après, on n'a que des pannes qui sont croisées dans les deux sens, et ça sert de caisson isolant. C'est-à-dire que l'isolant est un matériau léger, c'est-à-dire qu'on a beaucoup moins de charge. Après, on a un bac acier au-dessus, et après, c'est simplement une charge traditionnelle, comme tout bâtiment. Et donc ici, il y a le bureau d'études Stono, qui est ici, qui est un bureau d'études qui est installé dans la Drôme, dont j'ai entendu parler, dont on est plusieurs à avoir entendu parler. Donc vous êtes spécialisé, je crois, sur le calcul de structures en pierre et de structures à, je ne sais pas, enfin moi je ne connais pas bien le vocabulaire, mais à éléments discrets. Mais est-ce que vous souhaitez réagir sur la méthode qui a été utilisée pour calculer cela? Est-ce que vous y seriez pris de la même manière? Est-ce que vous avez déjà eu le cas de calculer ce genre d'ouvrage? Moi, je ne veux pas vous vendre à mais qui... Merci pour la prise au dépourvu. Qu'est-ce qu'on peut raconter? On peut raconter qu'on avait vu avec SNBR lors de la réponse à l'appel d'offres, donc on avait vu ce projet et ça fait... on avait, avec la forme de l'arc, etc., on avait senti qu'il y avait une nécessaire évolution de ce projet en collaboration du coup, avec les architectes pour arriver jusqu'à sa réalisation. Donc on n'a pas participé, mais ça fait vraiment plaisir de voir cette évolution qui est proposée, cette évolution de la forme de l'arc. Que vous ayez fait appel à la méthode des éléments discrets, via Paul Taforel, on est issus du même berceau, je dirais. Donc c'est chouette de voir que cette méthode qui est développée dans le monde de la recherche commence à prendre place et est convoquée pour l'ingénierie. C'est un petit peu aussi l'ambition portée par le bureau d'études Stono, que ces progrès scientifiques développés dans le monde académique transitent et soient utilisés concrètement pour la profession. Donc c'est une belle réussite. Donc oui, on aurait proposer cette méthode-là pour étudier le projet, bien sûr. Et merci en tout cas de pouvoir faire. Donc du coup, est-ce que vous y voyez un intérêt par rapport à votre approche de calcul aux éléments finis? Est-ce que vous avez vu une belle complémentarité justement de la proposition? Je savais que le calcul aux éléments finis était insuffisant parce que le calcul aux éléments finis modélise une surface continue et que c'est bien la discontinuité qui est le point de fragilité. C'est quelque chose que j'avais ressenti parce qu'il y a fort longtemps, on m'avait demandé de faire le diagnostic parasismique du théâtre d'Orange, qui était une question étrange. Et j'avais discuté avec John Oxendorf au MIT, que vous connaissez, qui est un ami et qui commençait à développer la méthode des éléments discrets il y a une quinzaine d'années, au niveau académique. Alors, je me suis dit, est-ce que je vais aller jusqu'au MIT à nouveau? Bon, et donc là, j'ai appris qu'il y avait l'équipe de Paul à Montpellier. Et bien sûr que c'était, pour moi, sans l'analyse finale aux éléments discrets, il n'était pas possible de le construire, en fait, pour moi. Parce que le calcul aux éléments finis avait déjà montré
en équilibre externe, l'extraordinaire sensibilité des déplacements d'appui. Donc ça avait déjà été quelque chose dont on était sûr avec le modèle des éléments finis, mais surtout la sensibilité de la... Parce qu'on a travaillé avec l'outil de calcul sophistique, qui est un outil allemand que j'aime beaucoup, assez puissant, mais qui n'est pas un outil aux éléments discrets. N'empêche qu'on pouvait déjà faire apparaître la variation de la ligne de poussée. Et voyant qu'elle variait de manière substantielle sous l'action de charges symétriques, notamment de neige par exemple, ou de vent, je me suis dit qu'il fallait compléter l'analyse. Ensuite, l'arc est assez plein, vous avez un mur au-dessus, donc vous avez du vent qui est perpendiculaire au plan de l'arc, et donc tout à coup, la flexion hors du plan, la tendance qu'aurait l'arc à fléchir hors de son plan, peut décomprimer certains joints, et là encore, il fallait que je comprenne à partir de quel pourcentage de décompression mon système était dangereux. Voilà. Donc ça, les éléments discrets l'ont dit. On l'a poussé très loin, bien plus loin que la réalité, puisqu'on a modélisé presque 30% de décompression de l'arc, ce qui est considérable, de joints de l'arc. Et enfin, Henri Bartsley et moi, on avait imaginé dès le départ de butonner les arcs en tête, parce qu'on pensait que ce n'était pas possible de faire autrement, c'était trop élancé. Et là encore, le travail de Paul a consolidé ça. Donc, de toute manière, mon sentiment, c'est que ce que je trouve magnifique, c'est que c'est des vieux matériaux. On a fait le pont du Gard sans outil de calcul. Donc, dans le fond, ça montre bien qu'il y a une culture opérationnelle extraordinaire que d'ailleurs montre SNBR, en fait, hein, parce que je pense que la culture opérationnelle, le savoir-faire, est quelque chose dont on ne parle pas assez, mais quand même, j'espère que SNBR racontera comment ils ont mis l'arc en charge, parce que c'est fantastique. Ensuite, on vit dans un monde... on va dire, moderne, contemporain, où on nous demande de justifier les choses, ce qui est logique, puisqu'on construit pour la collectivité, et on n'est plus en mesure de justifier après, il faut justifier avant. Il faut justifier avant que l'objet soit construit. Et donc on voit bien que ces méthodes d'analyse permettent d'anticiper le comportement, mais moi, mon sentiment, et peut-être que vous le partagez aussi, c'est qu'il faut toujours être extrêmement modeste. Et d'ailleurs, lorsque Paul écrivait son rapport, toutes les pages, il mettait peut-être, pourquoi pas, il faut voir. C'est-à-dire que je pense qu'on ne mesure pas à quel point un travail d'ingénieur en profondeur est un travail sensible, où on a besoin d'une interaction entre différentes personnalités pour qu'un consensus se dégage. Et lorsqu'on est sur des objets un peu singuliers comme ça, moi j'étais content d'avoir Tafourel à Montpellier, Bartsley à Paris, Davidovici ailleurs, l'équipe à l'agence, pour que émerge tout un faisceau de questions, et en fait c'est ce faisceau de questions qui sécurise le processus. Je voulais poser la question de l'épaisseur. On a vu que les deux façades avaient des épaisseurs différentes. Absolument. Parce que donc, les murs Boutreau, 40 cm, je parle que de la pierre, et les façades de pignon, on va dire 60 cm. Oui. Est-ce que cette épaisseur aurait pu être optimisée? Non. Non, elle participe. En fait, je m'excuse de l'interrompre. En fait, en façade longitudinale, je pense que c'était une épaisseur de projet, si j'ose dire. Hein, mais simplement l'arc, la succession d'arcs longitudinaux ont comme fonction de se stabiliser eux-mêmes, ce qui est déjà pas mal, mais n'ont pas comme fonction de stabiliser l'ouvrage. Alors que dans le sens transversal, en fait, la particularité, c'est que le contrevêtement de la charpente est réalisé par l'arc en pierre. Et qu'en plus, cet arc en pierre prend le vent de manière assez forte hors de son plan. Donc à la fin, on a augmenté l'épaisseur en cours de route. Elle ne faisait pas suffisante. On s'est rendu compte qu'on était... on décomprimait trop de joints dans le sens perpendiculaire au vent. On avait tout mis à 40 au début, départ, oui. Sur une espèce d'intuition comme ça de proportion, et ensuite on est passé à 60, ce qui nous a paru épais, et quand on le voit réaliser, on s'en rend compte depuis peu finalement, mais il a de la finesse, quoi. Ce qui est formidable, c'est que quand on voit l'objet construit, on est dépassé par sa taille. Moi je suis dépassé par sa taille, c'est-à-dire qu'on est tout à coup petit par rapport à un objet grand, et donc ça c'est remarquable. Mais donc en fait le projet, c'est pour ça que en fait, quand le projet d'ingénierie se consolide en cours de route en disant tiens, je fais une longueur de précontrainte, tiens, j'augmente l'épaisseur, tiens, je recalcule la courbe,
c'est souvent vu dans la pratique courante comme des échecs de la pensée technique, parce que la pensée technique, elle est trop souvent vue comme une sorte de démarche unilatérale, brutale, rationnelle, évidente, unitaire. Mais pas du tout. La pensée technique, elle se construit comme la pensée de l'espace, par une itération de la pensée, par une critique de ce qu'on fait, par un rapport à la culture partagée, et peu à peu, les choses se mettent en place intellectuellement. Et c'est pour ça que je pense que toutes ces compétences sont mal enseignées dans les petites classes, si j'ose dire, parce que, par exemple, si on expliquait le caractère extraordinaire du calcul différentiel d'un point de vue philosophique, autrement qu'en larguant tous les élèves en leur mettant des intégrales dans la figure, eh ben, je pense qu'on aurait plus de jeunes personnes qui s'intéresseraient aux sciences. Et ça, je pense que ça pose question, c'est-à-dire qu'on ne raconte pas assez la profondeur. Et par exemple, moi, je l'ai appris parce que j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui étaient comme ça. J'ai eu la chance de rencontrer Marc Malinowski, que Patrick Mottigny connaît très bien, qui est aussi un des ingénieurs français qui a mis les pieds dans le plat dans les années 70-80, qui a refondé la profession. Et j'ai travaillé chez lui, j'ai eu cette chance. Et un jour, Marc est venu me voir en disant « Jean-Marc, c'est toi qui décides du passage des forces. » C'est-à-dire qu'à un moment donné, la pensée, la mise en place d'un cheminement des efforts jusqu'au sol, c'est une pensée qui se constitue comme la pensée de l'espace. Voilà. Et les ingénieurs ne le disent pas parce qu'ils sont souvent assez pudiques, puis ils sont attaqués dès qu'ils changent quelque chose. Donc dès qu'ils changent un paramètre, on considère que leur travail est un échec. Mais en réalité, lorsqu'ils changent un paramètre, leur travail est un succès. C'est-à-dire qu'ils sont en capacité de refonder leur certitude pour améliorer le système. Excusez-moi, je suis un peu militant. Encore une question. Je voulais comprendre le cadre réglementaire qui avait été appliqué sur ce projet en termes de calcul. Plus généralement, est-ce que c'est l'Eurocode 6 ou est-ce qu'il y a une littérature sur les calculs des éléments discrets qui a permis d'aboutir à une conclusion et puis le dialogue avec le contrôle? C'est une question formidable, ça. C'est-à-dire que, en fait, je vous remercie de poser cette question. En fait, le cadre réglementaire est remarquable, mais pas complet pour traiter la question. C'est-à-dire que l'Eurocode 6 traite des murs, pas des arcs. Simplement, l'Eurocode 6 vous donne, qui est le record dans la maçonnerie, vous donne toute une littérature magnifique pour calibrer la résistance de la pierre, pour regarder ce qui se passe à droite. Donc il y a tout un bagage littéraire très, très, très poussé. D'ailleurs, ce qui m'a sauvé, d'ailleurs, c'est que le CTMNNC a fait une synthèse de l'Eurocode 6 sur un PowerPoint que j'ai trouvé un soir de déprime par hasard, et ça m'a aidé à y voir un peu plus clair. Donc, donc je vous remercie d'avoir fait ça. En fait, en réalité, sur ces projets qui paraissent faits avec des matériaux anciens, leur caractère aussi singulier, c'est qu'il faut inventer un cadre réglementaire qui soit acceptable. Il faut l'inventer au sens propre, c'est-à-dire que vous avez raison, il faut aller chercher la littérature des éléments discrets, il faut aller chercher l'Eurocode 6, il faut aller chercher des articles, il faut aller chercher des gens, des personnes. Donc en fait, ça se constitue, mais ce n'est pas une application littéraire des règles. De toute façon, de toute manière, ça ne marche jamais comme ça. Et ce qui est paradoxal, c'est que le retour vers ces matériaux biosourcés pousse l'ensemble des acteurs à avoir un rapport à la règle qui est un rapport bien plus intrusif, interrogatif, questionnant, parce qu'il faut trouver un chemin. Et bien sûr, le bureau de contrôle est un interlocuteur clé du dispositif. Donc, en fait, on est sur un mode de travail collaboratif. Et c'est pas seulement une façon de faire la bise à tout le monde et de dire que tout le monde est sympa. On est obligé d'être sur un mode de travail collaboratif parce qu'on ne peut pas simplement se replier sur un déroulé de la méthode de calcul qui serait donné par un code. Et ça, c'est tout à fait extraordinaire, c'est-à-dire que le retour à des matériaux anciens qui avaient leur culture constructive sans règles pousse les concepteurs à faire évoluer le cadre réglementaire, le cadre de calcul, donc ça pousse à une innovation aussi réglementaire. Mais le cadre de calcul
D'ailleurs, l'Eurocode est toujours rédigé comme un document qui pose des questions. C'est un document qui n'est pas toujours affirmatif. Il met en position, le concepteur est en position de faire des choix personnels. Voilà. Merci pour cette histoire très détaillée du projet et des évolutions. Alors, ce qui m'a frappé, à travers même le déplacement du bâtiment et toutes les contraintes, le changement de la charpente, c'est que finalement, la forme globale n'avait pas évolué. Est-ce qu'au moment, dans les recherches de solutions techniques, vous avez aussi évoqué de sortir de cette boîte, de recourir à d'autres solutions qui sont anciennes, traditionnelles, dans la construction pierre, les arcs portants, les contrebutés, des charpentes avec un fait plus élevé, enfin, d'autres solutions, ou qu'est-ce qui vous a fait que vous soyez contraint aussi par sur ce parallélépipède? Parce qu'il y a un concours qui a été gagné, et il y a un terrain qui a des limites parcellaires, il y a un PLU qui est là, donc en réalité, oui, moi j'ai plusieurs fois imaginé faire autrement. Je me suis dit non, c'est trop compliqué cette histoire, c'est trop dur. Quand je voyais, je trouvais que c'était trop dur. Et en réalité, c'est pour ça qu'à la fin, il faut un projet architectural, parce que le projet architectural donne des limites qui sont celles de l'usage, de l'attente de la communauté, de ce qu'on y fera à l'intérieur. Le maire a tout à fait exprimé de manière extrêmement enthousiaste ce qu'il voulait faire de ce programme, donc ça donne des limites qui permettent à tout le monde de se tendre vers cet objectif-là. Et puis après, si on pense qu'on peut y arriver, on y va, et si on ne pense pas, on n'y va pas. Et effectivement, il n'y avait pas beaucoup d'autres solutions. C'est-à-dire que l'autre solution, c'était de faire un système où la pierre était vraiment un pur parement. Et par exemple, si on avait fait ça sur l'arc transversal, il n'y avait plus d'entrée dans le marché. C'est-à-dire que si le marché ne franchissait pas 23 mètres, donc tout le projet urbain était par terre. Donc on se rend bien compte qu'on est tous liés, c'est-à-dire que les constructeurs, les ingénieurs, les architectes doivent travailler collectivement. Et souvent, ce qui est tout à fait frappant, c'est que finalement l'objectif d'usage et d'espace qui est porté par le projet, c'est lui qui va engager les acteurs à aller un peu plus loin, à faire un pas de côté, à remettre en question des certitudes. Mais ce qu'il y a derrière tout ça, ce sont des hommes, des femmes et des hommes. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, ce n'est pas des ordinateurs. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut bien que dans tout ce processus, des individus réfléchissent et se demandent si le chemin de la pensée suivi, vous savez, c'est l'expérience de pensée. Je ne sais pas si vous savez ça, mais avant qu'il y ait des laboratoires, les scientifiques, à l'époque de Galilée notamment, fonctionnaient par la méthode de l'expérience de pensée qui a été théorisée au XVIIIe siècle. C'est-à-dire que leur cerveau était leur laboratoire. Et c'est comme ça, par exemple, que Galilée a énoncé la théorie de la gravitation sans pouvoir la vérifier. Il l'a énoncé avec des mots. Mais il n'avait pas de moyen de la vérifier. Et donc, dans le fond, il faut bâtir un cadre qui permette une expérience de pensée, c'est-à-dire qui permette de bouger un petit peu les paramètres pour faire émerger un chemin. Et par exemple, le fait d'avoir les arcs longitudinaux qui ne stabilisent pas l'ouvrage est lié à la nécessité de laisser la charpente se dilater. Et le fait d'avoir les arcs transversaux qui stabilisent l'ouvrage est lié à cette idée que si on fait un arc aussi spectaculaire, c'est pas simplement, c'est pas un décor. Vous voyez, donc le consensus s'opère peu à peu, mais met tout le monde un petit peu en porte-à-faux par rapport à lui-même, parce que aucun Eurocode ne raconte qu'on peut stabiliser une charpente avec un arc en pierre et inversement. Donc on est tous un petit peu en dehors de nous-mêmes, les architectes aussi, puisqu'ils revoient la géométrie. Donc, et c'est bien tout ça qui permet de produire un projet. Oui, et oui, on a envisagé plein de choses. Hein. Quand on a eu tous ces problèmes sur le déplacement du bâtiment total, ou le décaler à certains endroits. Donc le gabarit en plan, à un moment, même pour le fonctionnement, il devait garder ce gabarit-là. Et ensuite, tu parles peut-être du gabarit en coupe, où on aurait peut-être pu revoir une coupe, mais c'était finalement celle qu'il fallait faire pour l'inscription urbaine, pour la hauteur. On avait des vues à préserver, on ne pouvait pas dépasser ces 7 mètres pour garder des vues sur les bâtiments alentours. Donc l'idée de monter avec peut-être une forme en pente,
n'était pas intéressante. Et je ne sais pas si on aurait gagné structurellement, parce que là, notre grosse poutre principale de portique qui fait 2,50 m de haut, elle est optimum. Elle est optimum, donc il n'y avait pas d'utilité à modifier ça. Des butons en pierre sur les façades, par exemple, des contreforts, c'est ça que tu envisageais. Il n'y avait pas non plus d'utilité particulière, donc tout allait vers rester dans ce gabarit. Et c'était la charpente acier qui était le seul matériau permettant de suspendre et de franchir et d'aller vers ses performances avec cette petite dimension. Voilà. Il y a une autre question. C'était pas... Ça marche le micro? Oui. C'était pas une question, c'était pour dire que la réflexion de Jean-Marc, elle s'applique à la construction en terre crue, où là on n'a pas de référentiel réglementaire, et on arrive quand même à construire en terre crue. Voilà. Et l'ingénieur, il n'est pas là pour suivre une méthodologie, enfin si une méthodologie, mais il n'est pas ça pour suivre un règlement à la lettre qui sont, en fait, les référentiels sont surtout des garde-fous. Absolument. Voilà. Les référentiels sont magnifiques. D'ailleurs, moi, je trouve que les règlements, les codes de calcul, les règles techniques c'est une chance. C'est-à-dire qu'on a des groupes de personnes, d'ailleurs c'est jamais une personne qui l'écrit, si vous regardez, c'est un collectif qui tente de formuler le cas général. Donc c'est quand même magnifique. Je veux dire, si on n'avait rien, on serait perdu. On est armé de construire dans un pays où il n'y avait rien, on serait perdu. Quoi. Tout le monde fait ce qu'il veut. Donc après, il y a je pensais à un scientifique, c'est Yves Bréchet. Je vous recommande un article de Yves Bréchet. Il a fait une conférence au Collège de France où il raconte ce qui se passe. C'est-à-dire que jusqu'au XVIIIe siècle, les constructeurs travaillent à partir de ce qu'il appelle des matériaux de rencontre. C'est-à-dire, c'est la terre crue près de chez soi, c'est tout ce qu'on appelle le cycle court. Mais le cycle court, c'est la construction jusqu'à la révolution industrielle. Donc après, s'opère une première rupture avec les matériaux sur mesure, optimisés. Et ça, c'est tout ce qui se passe depuis la fin du XIXe siècle, où on commence à optimiser l'histoire. Maintenant, on revient en arrière, c'est-à-dire vers des matériaux de rencontre, des vieux matériaux, en demandant d'y appliquer un niveau d'analyse qui était celui des matériaux de l'industrialisation. Et donc on se rend bien compte qu'on est dans une complexité tout à fait étonnante, qu'il faut prendre avec humour et bienveillance pour ne pas déprimer trop souvent. Voilà, merci beaucoup. Oui, et en prolongement de ce que tu viens de dire, je trouve assez intéressant et manifeste dans ce projet de considérer que on a besoin de béton, on a besoin d'acier et on a besoin absolument en complément de matériaux biosourcés, c'est-à-dire que on est un peu dans une époque qui fait le béton bashing et souvent je le regrette intérieurement dans la mesure où on se rend compte qu'il a des propriétés, le béton mais l'acier aussi, qu'on ne sait pas retrouver par ailleurs, et en particulier dans le biosourcé. Donc je trouve que ce bâtiment, c'est une belle démonstration en cela, c'est-à-dire que les matériaux sont complémentaires, chacun a des propriétés particulières. On voit que sans acier et sans béton, on n'aurait pas pu faire ce projet. Et je trouve que c'est, en tout cas, moi, la conclusion que je m'en fais, c'est que c'est l'association des propriétés, des qualités, des matériaux intrinsèques qui permet d'aller au bout de projets comme celui-là. Je suis tout à fait d'accord. C'est pas les matériaux qu'il faut critiquer, c'est l'inconscience des êtres humains, en fait, à exploiter sans réfléchir. Et par exemple, lorsqu'on regarde les diagrammes lorsqu'on regarde par exemple le développement des structures en fer, en fonte et en acier fin 19e avec tous les grands bâtiments magnifiques qu'on connaît, c'est associé à une déforestation massive parce qu'il faut bien un combustible pour produire. Donc surtout en Angleterre. Donc effectivement, je suis tout à fait d'accord. La question des ressources, c'est pas une question éliminatoire, c'est une question d'éthique, une question de mesure. Je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est important de le rappeler. Je suis désolé, j'ai cours dans 2h15, donc il faut que je vous abandonne.
C'était formidable d'être là. Merci beaucoup. Juste, excuse-moi, une dernière question bête. C'est dans votre processus de conception, d'évolution, de réflexion, Oui. vous exprimez très bien, non linéaire. Est-ce que l'option en fait, du default de faire porter la toiture par la maçonnerie et de supprimer finalement ces poteaux métalliques périphériques vous est venu à un moment donné ou peut-être de supprimer les poteaux transversaux. C'est ça? Oui, enfin, de faire porter la maçonnerie sur les ponts longitudinaux. En fait, c'est très bien de dire ça. En fait, je pense que j'aurais fait ça si le toit était resté un toit. Mais comme le toit est devenu un pont et que le toit porte une dalle qui doit être rigide, on doit contrôler les phénomènes vibratoires, etc. Je me suis dit qu'il fallait que le système soit fermé dans son transfert d'effort. Et que ça me paraissait trop aléatoire. D'ailleurs, il y a des descentes de charge gigantesques sur ces poteaux, donc si on se met à calculer les sommets de transfert, ça devient énorme. Donc c'est la raison pour laquelle on a mis des poteaux. Mais si le toit était resté un toit, le toit aurait été porté par la pierre. Ah, il y a une question. Moi, en 2000, c'était juste l'économie du projet. En fait, comment vous avez réussi Ça fait demander à la mairie. Ces problèmes-là, il y a quand même construit. Je te laisse répondre, ça Christophe. Oui. Il y a eu de gros moments de tension sur la question économique, ça c'est sûr. L'économie, les gros moments de tension, ils concernent les infrastructures. Vraiment, c'est les infrastructures qui, je pense qu'on a la même somme d'argent sous le bâtiment que sous le niveau zéro qu'au-dessus du niveau zéro, même j'en suis sûr. Donc voilà, c'est là où ça s'est posé. Et c'est des choses tellement particulières qu'on a fait plein de découvertes, même en début de chantier, on a redécouvert des caves, il y a dû redéplacer, il a fallu redéplacer des pieux, enfin ça a vraiment été très compliqué et à bientôt Jean-Marc. Merci beaucoup et encore bravo. D'ailleurs, je ne vois pas Alexandre Nocetto. Il est pas là, Alexandre? Non? Cet après-midi. Bon. Oui, donc la question budgétaire, mais monsieur le maire, en fait, il a fallu vraiment expliquer et bien faire comprendre. Et le bâtiment, il devait être là. Si le bâtiment avait été à un autre endroit, on aurait eu une économie beaucoup plus classique. Donc, il devait être là pour des questions de fonctionnement et d'urbanisme. Et donc, ils ont assumé. Ils ont assumé tous les frais supplémentaires, comme le câblage préciné qui est arrivé en cours de chantier, comme des choses de ce type. Donc, on est sur un bâtiment qui est aujourd'hui, enfin sur un projet global qui a atteint 3,8 millions d'euros pour 1500 mètres carrés. Donc voilà, on est sur une certaine somme. La part de la pierre dans tout ça, puisque c'est le sujet, la part de la pierre, c'est, je crois, 7 ou 800 000 euros. Voilà, sur ce bâtiment où finalement, au final, c'est surtout ça qu'on retiendra. On aura un peu, on verra plus tout ce qui se passe en dessous. Mais je le dis parce que la pierre reste dans une économie correcte par rapport à un bâtiment classique. Surtout que peut-être les arcs, je me le suis souvent dit, ça permet de créer du vide dans des façades. Et donc, finalement, ça fait moins de matière empilée, et peut-être que là on diminue des volumes et on minimise la part de la pierre tout en la mettant vraiment en valeur. Donc c'est peut-être aussi quelque chose d'intéressant dans ce type de conception. S'il n'y a pas d'autres questions, on va peut-être en rester là. Bon, ce que je retiens aussi, c'est qu'à notre époque où on va vers davantage de matériaux biosourcés, de matériaux complexes qu'il faut réinventer, ça veut dire qu'il y a besoin d'une ingénierie de haut niveau, et ça c'est vraiment enthousiasmant et voilà, et ça encourage des vocations d'ingénieurs pour travailler aussi sur ces sujets-là, qui seront certainement à associer dans des mesures fines avec d'autres matériaux, comme tu disais Benoît, comme l'acier et le béton. Et c'est tous ces rapports-là qui sont à re-questionner, à réétudier. Et là, il y a besoin d'ingénieurs passionnés pour travailler sur tout ça.
Voilà, et bon, bah, on peut se diriger vers le pot. Et rendez-vous à 14h avec donc SNBR qui présentera le volet entreprise. Merci beaucoup.